En fait, en histoire, il y a deux réalités. Il y a celle que tout le monde connaît, les fêtes, les événements, enfin, etc. Mais il y a aussi l'image que nous nous en donnons. Et c'est parfois très différent. Ainsi, par exemple, nous pouvons avoir une image de la marée noire, de la Moco-Cadiz. Voilà une réalité. Et en fait, une représentation qui s'est construite depuis 25 ans, celle d'une Bretagne martyre, victime. Alors, il se trouve que là, la représentation rejoint la réalité. Parfois, ce n'est pas vrai. Ainsi, il y a une image de la Bretagne qui est une Bretagne maritime, qui est une Bretagne de marins, de voiles, etc. Alors que la réalité, c'est celle d'une Bretagne paysanne. Donc là, au contraire, il y a différence, écart, distorsion, et c'est le travail de l'historien que d'essayer de dire à certains moments que la représentation est conforme à la réalité, ou bien qu'elle s'en écarte, et pourquoi. Alors pour collaborer, d'abord nous sommes réunis un certain nombre de fois autour de notre passion commune, comme vient de le dire Alain, et nous avons surtout utilisé les fonds dans un premier temps qu'avait le collectionneur Marc Rapillard, qui est en même temps photographe. Puis nous avons fait des recherches dans les fonds publics ou dans les fonds privés. Au total, nous avons récupéré à peu près 30 000 photos. Ça, c'était le premier temps. Dans un deuxième temps, nous avons fait un choix commun qui nous a permis de réduire le stock de photos. Et enfin, in fine, de réunir 512 photos qui composent le livre autour de la problématique qu'a évoquée Alain tout à l'heure, savoir quelle image est construite par les photographes en Bretagne. Il restera forcément une part de subjectivité, malgré notre effort d'avoir travaillé sur un grand nombre de photos et d'avoir travaillé à trois personnes différentes, avec trois regards différents, mais il est évident qu'il reste une subjectivité qu'on assume complètement. D'ailleurs, si on regarde bien le livre, dans la légende de chacune des photos, on propose une lecture de l'image. Cette lecture de l'image, elle est celle que l'on fait, nous trois, mais c'est une incitation au lecteur à faire la sienne. Donc il est bien évident qu'on ne peut pas traiter de la photo sans une part de subjectivité. On essaie de la réduire, mais aussi de l'assumer quelquefois. On a retenu telle photo parce qu'elle nous paraissait soit belle, soit passionnante, soit nous poser une question. Donc effectivement, il y a une subjectivité qu'il faut complètement assumer. Je pense que l'un et l'autre, on en est bien d'accord, on l'assume. Alors évidemment, en le disant franchement, la différence entre un historien honnête et quelqu'un qui ne prendrait pas cette précaution déontologique, si on peut dire, c'est qu'il n'annoncerait pas les choses. Dire que la Bretagne se résume à telle ou telle image, ce serait faux, mais assumer cette image comme belle, on peut le dire à condition qu'on l'assume très bien. C'est évident que nous avons nous-mêmes produit une certaine image de la Bretagne via le choix que nous avons fait. Mais c'est complètement normal. Effectivement, la photo, certaines photos n'existent, on peut dire, que par le contexte. C'est pas la réduire simplement à un produit de leur époque. On ne va rien retirer au génie du photographe. Il n'empêche que donner la précision centrale du moment même imprécis où elle a été faite, c'est lui d'ajouter du sens à la photo. Et surtout proposer le regard du photographe à cette époque-là, qui aujourd'hui peut être différent. On dit quelquefois de façon savante que l'image a plusieurs sens. On dit qu'elle est polysémique. Mais effectivement, nous proposons nous une lecture aujourd'hui, en suggérant une lecture ancienne aussi possible, eh bien c'est évident que ça ne peut se faire que par le biais d'une légende. La légende nous paraît non pas une castration de l'image, mais au contraire une valeur ajoutée, dans la mesure où elle offre une clé de lecture qui peut être plurielle. On n'enferme pas le lecteur dans la légende, mais on lui propose une lecture par rapport aux arguments historiques que l'on peut avancer. Elle vaut souvent plus de 1000 mots, on en a quelques-unes en tête, la Bretagne qui ont joué un rôle majeur, Alain en a parlé tout à l'heure, quelques photos qui ont fait l'histoire. Elles ne sont pas que des témoins de l'histoire, elles sont des facteurs de l'histoire. Je pense que c'est extrêmement important. Si nous avons fait traiter ce sujet, c'est pour montrer les photos sont actrices de l'histoire, elles se précipitent le changement quelquefois. On peut dire que la photo de la marée noire, par exemple, de l'Ambo-Calice, a joué un rôle considérable dans la prise de conscience écologique, par exemple. Elles font le tour du monde et on offre une autre image de la Bretagne. C'est un document fondamental pour une prise de conscience. Au départ de la photographie, une bonne partie des photographes sont eux-mêmes peintres et le regard est vraiment extrêmement proche. Simplement, je crois que la différence fondamentale apparaît au moment où le mouvement peut être saisi. C'est pour ça que le tournant des années 1880 est tellement essentiel. On verra après, curieusement d'ailleurs, réapparaître ce regard de peintre avec les premières photographies de couleur qu'on appelle les autochromes et qui exigent, pour des raisons techniques, de nouveau une pause. Mais je crois que la grande différence, c'est ça, c'est la notion de mouvement. Oui, dans un instantané, on peut saisir le mouvement. Un exemple très concret, parce que ça peut paraître un peu abstrait,
lorsqu'on saisit dans un cortège des pieds, certains des pieds levés, eh bien oui, sur une image figée, on crée le mouvement. Lorsqu'on voit des enfants courir dans la rue, mais eux aussi, avec, voilà, ils sont en train de courir, ben oui, il y a un pied au sol et l'autre qui est levé, tout de suite, c'est le mouvement. En somme, c'est comme dans un film, sauf que on a le temps de se fixer sur l'image. On peut, comme je le disais à l'instant, la regarder librement 3 fois par jour si on le veut. Pour moi, ça, c'est le miracle. Je n'ai pas peur du mot, je ne suis pas moi-même photographe, sinon un tout petit amateur. C'est la magie de la photographie. Si on commence aux origines de la photographie en Bretagne, que nous avons repérées à partir de 1841, qui étaient des photographies sur plaques de métal, qu'on appelle des daguerréotypes, elles ont servi souvent à reproduire diffuser sous forme de gravures. C'est un aspect très particulier qu'on a découvert. La photographie arrive comme un moyen finalement d'avoir des gravures plus fines et donc elles vont être diffusées dans des albums, par exemple, voire dans la presse, sous forme de gravures. Puis on va avoir ensuite des photographes, par exemple, toujours dans la période pionnière, qui vont venir en Bretagne faire des photos pour imaginer des livres. On a l'exemple d'Anglais, par exemple, Jeffson and Reeves, qui viennent en Bretagne en 1858 et qui photographient donc à peu près 200 scènes de genre en Bretagne ou des monuments pour un livre qui va être publié l'année suivante en anglais. Donc on a à la fois cette vocation à illustrer des textes et donc à diffuser assez largement. Puis évidemment, toujours dans cette période pionnière, on va commencer à avoir des photographies qui ont l'usage familial. On va trouver dès 1850-1860 des photographes installés dans les petites villes bretonnes, voire des photographes ambulants. Donc on a déjà, comme le disait Alain tout à l'heure, pluralité des usages et donc pluralité des représentations d'une certaine façon. Ça c'est pour la période pionnière. L'âge d'or de la carte postale correspond grosso modo aux années 1890-1920, où effectivement les photographies qui vont servir de support aux cartes postales vont être extrêmement nombreuses et surtout extrêmement riches. Contrairement à l'image que l'on a de la Bretagne de carte postale, en fait c'est une image elle-même d'une autre image qui est fausse, c'est-à-dire que les cartes postales sont extrêmement variées, rendent compte de l'événement, rendent compte du quotidien, ou rendent compte de l'exceptionnel. Et donc elles vont tourner, elles vont tirer un très grand nombre d'exemplaires, il va y avoir une familiarité des Bretons, mais aussi ceux qui vont sur les cartes postales, avec ces images qui sont devenues extrêmement populaires. Du coup, on peut dire que les cartes postales correspondent à l'âge d'or de la photographie, constituent quelque part entre 1880 et la fin de la Première Guerre mondiale. Donc il y a une familiarité qui fait que les gens ont une sorte de culture de l'image, vont s'habituer à ces images et elles vont jouer un rôle considérable dans la fabrication des stéréotypes et des clichés. Donc on a la contrepartie de la diffusion massive de l'image, c'est effectivement la focalisation progressive sur des clichés. Mais en même temps, une grande variété de clichés. Donc on a les deux tendances, à la fois stéréotype parce que c'est ce qui se vend bien, mais en même temps couverture d'une Bretagne extrêmement large via la carte postale. On ne peut pas séparer la photographie de son utilisation. Donc elle peut être tout à fait privée, dans ce cas-là il y a peu de contraintes, sinon qu'on représente plutôt sa famille ou son environnement, ou bien elle peut être commerciale. Et dans ce cas-là, pensons à aujourd'hui comme il y a un siècle, on vendra plus facilement une photographie de mer en furie ou de bisquine sous voile dans la baie de Cancale qu'une photographie comme celle que réalise aujourd'hui Pascal Gley d'un homme en train de labourer. Et donc ça a conduit tout naturellement à une déformation de l'image de la Bretagne qui a été accentuée dans nos représentations d'aujourd'hui par le fait qu'on reproduise aujourd'hui dans les livres ou bien dans justement les reproductions de cartes postales anciennes, plutôt ce qu'on estime pittoresque, donc vendable, aux dépens du travail, par exemple, mais pas seulement du travail, aux dépens de la représentation toute simple, de l'enfant, de la vie quotidienne, de ces choses qui font notre vie, mais qui ne sont pas spectaculaires. Et ça, évidemment, c'est aussi le rôle de l'historien que de dire attention, la bisquine ou la mer démontée fait partie de la représentation de la Bretagne, mais elle n'est pas toute la Bretagne. Et il suffirait de citer un dernier exemple, ce que nous avons appelé l'océan de coiffes, tellement photogénique en noir et blanc, des coiffes blanches sur un fond plus ou moins sombre ou de vêtements sombres. Oui, c'est la réalité, mais les Bretonnes n'ont pas été que des femmes dans les coiffes du dimanche surtout, car c'est celles-là qu'on voit. Elles ont été aussi des femmes au travail. Nous avons un thème au cours de ce que nous avons appelé le corps courbé des femmes. Eh bien oui, les photographes les représentent, mais ces photographies-là, on les connaît beaucoup moins
que, évidemment, la coiffe Bigouden ou même que la coiffe de Fouesnant. Alors, les photographies qui ont été réalisées pour une commande américaine de la National Geographic Society sont des photographies particulièrement folklorisées. Alors, un exemple, on voit des hommes et des femmes au travail, sauf que nous savons que c'est en coiffe du dimanche. Deuxième exemple, on voit très bien un petit groupe en prière, à genoux, par terre, à la porte d'une chapelle qu'on suppose débordant de fidèles, alors que nous savons en réalité que c'est une chapelle privée, que la chapelle est évidemment vide, et donc que le photographe a totalement mis en scène cette réalité. Alors, on peut dire après, oui, c'est une part d'eux, sauf que la photographie est une invention, une reconstitution, à nous de le dire, et puis de dire pourquoi, et puis de dire que peut-être finalement, elle donne une image techniquement déformée, mais en même temps une manière de représenter les réalités, à nous de faire la part des choses, et au lecteur ensuite. À côté des photographies conçues, comme Didier Guivarch l'expliquait très bien, pour une diffusion commerciale, il y a aussi des photographies d'amateurs qui sont une mine extraordinaire. Alors, certes, on pourrait dire qu'elles ne sont produites en un seul exemplaire. Oui, mais par des dizaines au début, puis des centaines, puis des milliers, puis des dizaines de milliers de photographes. Un exemple concret, que d'ailleurs Didier Guivarch a découvert aux archives municipales de Lorient, les photographies d'un photographe nantais, Alphonse Guillot, qui porte sur Nantes, sur la Loire-Atlantique actuelle, et également d'ailleurs un peu, c'était son lieu de vacances, sur l'Orient et l'Armor-Plage. C'est un regard extraordinaire, je pèse mes mots, extraordinaire sur la Bretagne. Alors, un monde de bourgeoisie aisée, mais aussi le travail, quand par exemple, ce sera mon seul exemple, Guillot est mobilisé en 1914 dans une usine de fabrication d'obus. Et on peut continuer ainsi, un deuxième exemple, de quelqu'un de très connu, mais pas sous cet angle, Georges Simenon, oui, le Maigret, l'auteur de romans policiers, qui nous laisse des photographies de Concarneau, extraordinaires, là aussi, oui, extraordinaires, je me répète, qui sont en fait un cadre tout trouvé. On a l'ambiance de ces romans noirs, et on pourrait y ajouter, même si ce n'est pas un amateur, un troisième exemple, un journaliste, dont le producteur professionnel d'images, mais qui est dépassé par l'importance de son œuvre, un photographe qui s'appelle Jacques Gourmelin, qui travaillait à l'époque pour Ouest France à Saint-Brieuc, et qui réalise une photo de la grève du juin français, qui a fait, n'ayons pas peur des mots, le tour du monde, c'est une formule certes, mais qui s'est diffusée par exemple aux États-Unis, et qui est une photo emblématique du tournant de la Bretagne en 1972, le passage de cette image négative à l'aspiration à la dignité, à la fierté bretonne, à travers ces deux personnages que tout le monde a vus, ce jeune ouvrier du juin français, et en face de lui, ce garde mobile qu'on voit de dos en casque, etc., les deux ayant été des camarades d'école primaire, et oui, c'est le passage d'une Bretagne à l'autre. Ça, c'est extraordinaire. Même si Gourmelin était un professionnel, il est peut-être, voilà, il était là au bon moment, au bon endroit. Ça, c'est du travail, ça, c'est du métier. Et puis en même temps, un clic, et il fait la photo du siècle en Bretagne. Alors, le radeau de Doppelmayr-Baudou, il suffirait de dire qu'il a fait la couverture du grand manuel de géographie de l'enseignement supérieur consacré à la France, un manuel du grand géographe Pierre Georges. C'est une photo que des dizaines de photographes ont réalisée. Alors, la petite maison bretonne traditionnelle et le radôme en arrière-plan, ou bien parfois les femmes en coiffe, un peu âgées bien sûr, l'image classique de la Bretonne et le radôme. Ça aussi, c'est une image de tournant que les photographes là ont saisi, alors délibérément et de manière calculée, la Bretagne ancienne, traditionnelle, certains diront folklorique, et la Bretagne ultra-moderne, même si le radôme aujourd'hui est lui-même devenu un musée, la vie évolue, mais effectivement, l'œil du photographe, lorsqu'il est éveillé, avisé, c'est bien plus extraordinaire que l'œil du cinéaste, parce que la photographie, on peut la consulter chaque matin en se réveillant, ou comme ça m'arrive, chaque soir. C'est vrai qu'après 60, et surtout je dirais dans les 30 dernières années, se sont beaucoup diffusées des photographies de la Bretagne, ciel bleu, éventuellement coiffe très folklorisée, mer, etc.
Mais c'est une illusion de croire que c'est un phénomène récent. En fait, cela dure depuis au moins un siècle. Les cartes postales déjà, au moins pour les plus connues, diffusaient ce type d'image. Ce qui est nouveau, c'est la généralisation de la couleur. Ce sont les moyens nouveaux de diffuser. Je pense par exemple à une photo célèbre de Philippe Plisson, dit-on à 1 500 000 exemplaires. Ça, ce sont des moyens qui n'existaient pas auparavant. Simplement, la déformation est peut-être plus perçue, mais j'y insiste, elle n'est pas nouvelle, et il continue à y avoir aujourd'hui, comme autrefois, des photographes qui représentent tout à fait d'autres aspects de la Bretagne, simplement, c'est vrai, moins connus. Ça, c'est le rôle de l'historien de le dire. Les images pour l'industrie touristique depuis 90, c'est vrai, mais partiellement vrai, et je tiens à y insister, c'est vrai pour les plus connus. Mais en fait, la construction de la représentation de la Bretagne est influencée par cela. Mais ce n'est qu'une partie de la construction. Prenons Michel Tersiquel, qui est un photographe très connu, je pense, aujourd'hui. Michel Tersiquel a contribué à construire une image tout à fait différente, parfois décalée, dans sa manière, pour prendre un cliché touristique, de saisir les fameuses bigoudènes en coiffe. Michel Tersiquel contribue, oui, en partie. Ces photos sont éditées en carte postale, à construire une image touristique. Mais il y a un autre Michel Tersiquel qui saisit, par exemple, la réalité du travail des pêcheurs. C'est moins connu. Oui, on retrouve là les conditions de diffusion de l'image, mais Michel Tersiquel ne se réduit pas à cette image touristique. Et ça, je crois que c'est important de le dire, tout simplement parce que le travail des photographes ne se réduit pas à la fraction la plus connue et la plus diffusée de la production d'images. Que l'image de la Bretagne aujourd'hui soit très fortement centrée sur le littoral, oui, c'est vrai, et il n'y a pas que la photographie, il faudrait parler de la publicité, depuis les affiches, là encore, d'il y a presque un siècle, avec l'apparition, disons, du chemin de fer à niveau dense, jusqu'aux spots télévisés d'aujourd'hui. Mais ce n'est qu'une partie de la réalité, et notre rôle est de montrer que les photographes ne réduisent pas l'image à cela. C'est vraiment essentiel. La représentation de la Bretagne est réduite, caricaturée dans sa version, on va dire, la plus commerciale, mais c'est pas que cela. Simplement, pensons-y bien, déjà il y a 80 ans, il y avait beaucoup plus d'affiches, presque uniquement des affiches sur les plages et la mer bretonne, que sur les campagnes ou que sur même les villes de l'intérieur. C'est un mouvement continu, mais c'est un mouvement continu qui, dans la publicité, alors là, est quasiment unique, alors que dans la photographie, ce média miraculeux, ce mouvement est beaucoup plus nuancé. Je crois que c'est ce que tous les trois nous pensons. C'est d'abord un fait, c'est que la Bretagne est très probablement la région de France qui a été la plus photographiée, parce qu'elle a représenté un idéal touristique pendant presque 2 siècles. Et puis aussi, je le dis en souriant, parce que bien sûr, il y a du subjectif, parce que rien n'est plus beau en photographie, et nous le pensons aussi dans la réalité, que les infinies nuances du ciel, pas seulement un ciel bleu immaculé, parce que rien n'est plus beau que le contraste entre une femme, un homme au travail, et puis derrière un paysage de bocage, ou un paysage d'ailleurs de bocage qui, on le sait bien aujourd'hui, s'ouvre, ou bien aussi, c'est un dernier exemple, ce mariage qu'on peut trouver dans tellement de photographies, entre la pierre, la mer, et puis les hommes ou les femmes qui ont peuplé la Bretagne. Pour moi, c'est ça aussi. C'est un livre d'histoire, mais c'est aussi un livre tout simplement de plaisir. Ça fait 20 ans que j'ai cette passion pour le patrimoine photographique, en particulier en Bretagne, pas uniquement, mais en particulier celui-là. Et donc cet ouvrage est un peu un aboutissement de ces 20 ans de passion et de recherche et de recensement de collections. Ça m'a permis de les prolonger, d'aller plus loin que ce que je n'avais fait jusqu'à maintenant. Alors en gros, on a consulté en gros 30 000 photographies, et cartes postales, mais surtout photographies. J'avais ensuite constitué un corpus de 3 000 pour le présenter aux 2 autres co-auteurs.
De 3000, on a élagué à 1500, enfin comme toujours, de manière par élimination, et pour finir à 516 photographies dans l'ouvrage. Alors, dans des collections évidemment très déjà bien repérées, comme des archives municipales, des archives départementales, des musées, des bibliothèques municipales, des fois on ne pense pas, mais certaines possèdent des fonds photographiques intéressants, et puis des fonds associatifs, et des associations comme des sociétés archéologiques qui possèdent aussi des fonds, et y compris hors Bretagne, par exemple, la Société archéologique de Tours possède un très beau fonds de photographie, évidemment, concernant leur région, mais également, on trouve là-dedans plusieurs centaines de clichés concernant la Bretagne. Le premier, qui est le daguerréotype, inventé par le fameux Daguerre, divulgué au grand public, en tout cas, en 1839, qui est en fait une plaque de cuivre polie recouverte d'une pellicule d'argent très fine, sensibilisée aux vapeurs d'iode, révélée aux vapeurs de mercure, pour dire qu'il travaillait avec des conditions qu'aujourd'hui seraient difficilement acceptables. Donc ça premier procédé photographique qui avait un inconvénient et qui fait qu'il n'a pas perduré très longtemps, c'est qu'on obtenait une image unique, un objet en fin de compte, qui n'était pas reproductible. Vient ensuite, même quasiment parallèlement au point de vue chronologique, le calotype, qui était là un procédé sur papier, inventé par l'anglais William Fox Talbot, qui là produit un négatif papier qui du coup est reproductible par tirage contact sur une feuille de papier sensibilisé. Donc ça c'est le calotype. On arrive ensuite rapidement au support vert. Et en particulier le support très usité au début, c'est le principe au collodion. Donc c'est une émulsion qui est couchée sur une plaque de verre, mais qui avait là comme difficulté de ne pas être extrêmement sensible, et surtout qui, en tout cas au début, il fallait étendre l'émulsion sur la plaque juste avant la prise de vue, et développer la plaque juste après. Et alors ça veut dire que quand les photographes étaient sur le terrain, ils avaient un laboratoire ambulant avec eux, les fioles, les produits, et avec parfois des difficultés. Certains opérateurs sont allés dans le désert ou au sommet du Mont Blanc avec ce type de matériel, ce qui est une expédition phénoménale, les conditions de travail. Et après, la grosse révolution, c'est le gélatino-bromure d'argent. Donc on est là au début des années 1880, qui là sont des plaques qui sont d'abord devenues beaucoup plus sensibles et qui permettent de travailler en bonne lumière au centième de seconde, donc d'immobiliser le mouvement. La pratique de la photographie, à partir des années 80, grâce à ce procédé en particulier, devient extrêmement... ça reste l'apanage d'une bourgeoisie aisée, évidemment, mais devient quand même beaucoup plus pratiqué et produit à ce moment-là des centaines de milliers d'images tous les ans. La faculté d'avoir des plaques plus sensibles qui permettent de travailler à des vitesses d'obturation très brèves, donc de figer le mouvement, a été vraiment un peu une révolution dans la pratique photographique dans les années à partir des années 1880. Est arrivé ensuite aussi, qui a été le fruit de longues recherches et de nombreux chercheurs, oui, de réussir à enregistrer la couleur en photographie. Et ce sont, après de nombreuses expérimentations, les frères Lumière, qui étaient déjà inventeurs du cinématographe, qui ont trouvé un procédé breveté en 1903, le procédé autochrome, qui a été commercialisé en 1907, qui produisait en fait des diapositives sur verre en couleur. Et l'originalité, c'est qu'ils utilisaient pour créer l'émulsion de la fécule de pomme de terre, et coloré avec les trois couleurs primaires, qui à l'époque n'étaient pas celles qu'on utilise aujourd'hui, bleu, vert, rouge, mais c'était jaune, orangé, violet et vert. Et ça donne des images magnifiques d'ailleurs. Donc ça, évidemment, la couleur, c'était un pas franchi important. Néanmoins, avec un peu une forme de rétrogradation technique, parce que du coup les plaques redevenaient moins sensibles. Donc en autochrome, c'était difficile d'immobiliser un mouvement. On travaillait quart de seconde, huitième de seconde. On pouvait difficilement aller au-delà. La photographie stéréoscopique consiste à prendre des images qui, quand on les observe, permettent de restituer le relief. Ça a été inventé avant les années 1850, le procédé, hein, et très rapidement, donc des séries de photographies, y compris sur la Bretagne, éditées sous forme d'épreuves contrecollées sur carton, étaient commercialisées. En particulier, il y a deux séries célèbres pour les années 1858, de Français Furnet-Tournier et de deux Britanniques Jeffson et Reeve,
qui ont fait un tour de Bretagne et qui ont ramené des vues stéréoscopiques commercialisées qui nous restent, qui sont très très intéressantes au point de vue ethno en particulier. Et la stéréoscopie a eu son heure de gloire, ça a duré longtemps, jusqu'au début du XXe siècle. Et puis c'est tombé en désuétude après. Il y a encore quelques personnes qui pratiquent ce principe, qui consiste avec un seul et unique appareil muni de 2 optiques, à prendre simultanément 2 clichés très légèrement décalés l'un par rapport à l'autre, ce qui permet, avec une optique adaptée, quand on observe l'épreuve photo, de voir une forme de relief. Beaucoup de cas de figure. Une photographie du célèbre Gustave Legray, donc, qui opérait dans les années 1850, très important personnage pour l'histoire de la photographie en France en particulier. Une de ses photos a été vendue en enchère à 900 000 €, ce qui est complètement hallucinant si on veut. Et à côté de ça, bon, les plaques de verre, certaines personnes s'imaginent qu'une photo sur plaque de verre, c'est rare, c'est précieux, ça a donc de la valeur. Des photographies sur plaque de verre, rien qu'en Bretagne, il y en a eu des centaines de milliers de produites. Alors, beaucoup sont passés à la benne, mais néanmoins, c'est pas rare en soi et c'est pas un objet qui a une réelle valeur. Ce qui en fait la valeur après, c'est ce que contient l'image, le sujet, la qualité esthétique éventuellement, et ce que ça représente. Mais ça n'a pas une réelle valeur marchande. Enfin, de mon point de vue, ça ne mérite pas, quoi. Alors certaines ont bien traversé les siècles maintenant, ça fait 170 ans en gros. Ils sont arrivés dans de très bonnes conditions, dans un très bon état jusqu'à nous. Certaines tout a dépendu des conditions dans lesquelles elles ont été conservées. Ce que redoutent les supports photographiques, c'est l'exposition prolongée à la lumière et puis les différences de température ou d'hygrométrie. Alors certaines sont perdues complètement, pleines de champignons. Mais alors aujourd'hui, évidemment, les collections qui détiennent des fonds comme ceux-là se préoccupent de cette conservation. Donc il y a des normes maintenant bien appréhendées de température, d'hygrométrie, de stabilité. Surtout ce qui est important, c'est la stabilité de ces paramètres. Et maintenant, c'est bien appréhendé. Mais il faut des moyens pour... Et le conditionnement, les emballages aussi, hein, en particulier les boîtes et les cartonnages, etc., ont été constitués de produits acides qui nuisent terriblement aux émulsions photographiques. Donc maintenant, on a des conditionnements neutres de ce point de vue. Je suis convaincu de ça. Il ne se passe quasiment pas un mois sans qu'on apprenne que, tiens, bah là, il y a un petit fond de plaques de verre qui traîne. C'est souvent des plaques de verre. C'est plus souvent des plaques de verre que des épreuves sur papier ou des albums. Et encore récemment, on m'en a signalé 2. Oui, pratiquement tous les mois, on en découvre encore. Il y a encore des choses à trouver. Mais il en est parti des centaines de milliers à la benne. La photographie en Bretagne, toute époque confondue, c'est un puits sans fond. Un nombre incalculable de photographes professionnels ou amateurs, sans même parler de ceux qui étaient installés en Bretagne en tant que professionnels. Énormément de photographes sont venus en Bretagne dès le 19e siècle, un peu dans le même mouvement que les peintres, c'est-à-dire attirés par le côté exotique pour ceux qui habitaient ailleurs qu'en Bretagne. Et donc on trouve énormément de clichés dans les collections. Et il y aurait matière à faire 3 volumes comme celui-là, de belles photographies. Alors la thématique ne serait pas forcément la même sur l'identité, mais on pourrait faire des ouvrages soit sur un fond particulier ou un photographe particulier, soit sur des thématiques. Il y a matière à en faire des dizaines. Oui, je me définis pas vraiment comme un collectionneur à proprement parler. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la sauvegarde de ce patrimoine. Donc, effectivement, quand il arrive que je trouve sur un vide-grenier des épreuves ou quelques plaques qui traînent, j'essaye d'en faire l'acquisition si les prix sont raisonnables, mais dans le but, d'une part, de les sauvegarder et puis surtout d'essayer de les valoriser à terme, quoi. L'idée, c'est pas de les mettre dans une étagère et que ça ne serve plus qu'à moi pour mon petit plaisir personnel. C'est pas le but, quoi. Bon, c'est vrai que je m'arrête quand même, a priori, quand je trouve des images plutôt aux années avant la Seconde Guerre mondiale. Je cherche pas pour les années suivantes. Voilà, bon. Mais tous les sujets m'intéressent. C'est une question je dirais, presque d'émotion devant les images, quoi. Leur qualité, évidemment, esthétique, technique, ou les sujets représentés. Toujours dans le but de sauvegarder et puis de tenter de valoriser ces images pour qu'elles ne restent pas enfouies dans des boîtes ou des greniers.
Donc c'est souvent des plaques de verre, des boîtes de plaques de verre. Également aussi des épreuves photographiques contre-collées sur des cartons, hein, au fin 19e, début 20e. Les photographes qui faisaient par exemple les cérémonies de mariage. J'aime beaucoup c'est pas rare, mais je trouve qu'il y a les photos de groupe de noces on pose hein, devant souvent l'auberge où s'est déroulée la noce. Je trouve qu'il y a là-dedans, quand on regarde les visages, les expressions, même les habits, voire souvent même les mains sont assez impressionnantes pour les... En monde paysan, quand on voit une noce avec des gens issus du monde paysan, les expressions, les mains sont extraordinaires, quoi. On voit la dureté de la vie de l'époque dans ces images-là. Ouais. Faire en sorte que ce soit valorisé, diffusé, rendu accessible au plus grand nombre. Moi, c'est dans ce but qu'avec des copains, on avait créé une association qui s'appelle Mémoire photographique en Bretagne, qui a justement pour objet de recenser et de faire en sorte de diffuser, valoriser et protéger ce patrimoine. Donc, alors les gens maintenant sont tentés de garder ça vers eux, mais je pense que maintenant c'est préférable de les... au moins, sinon en faire don, au moins les déposer, puisque c'est possible, dans un fonds public, un musée ou une archive départementale ou municipale, qui ont, eux, maintenant, plus facilement les moyens techniques de traiter ces images et de les diffuser via un site internet, par exemple. Moi, ma sensibilité, quand j'ai commencé mes études dans les années 70, c'est le courant humaniste, c'est-à-dire Cartier-Bresson, Bouba, Douaneau et consorts. Voilà, ma sensibilité photographique est dans ce mouvement-là, donc c'est vrai que j'aurais sans doute aimé travailler, être photographe dans les années 50, puisque ce mouvement-là, c'est en gros les années 50-60, un petit peu avant pour certains. Il y en a pas mal, on en présente dans le livre, donc j'ai cité déjà Henri Cartier-Bresson, Jacques-Henri Lartigue, Édouard Bouba, Robert Douaneau, Brassailles, André Kertész, voilà, des grands noms de la photographie qui sont venus en Bretagne, et quelques magnifiques clichés de ces auteurs-là qu'on présente dans le livre.